la présentation va être réalisée à trois voix, donc par William Guillot, Arnaud Hey et moi-même, donc chargé de mission au sein de l'équipe économie-emploi. Et donc l'animation sera assurée donc par Maude Marguet, donc responsable de l'équipe. Tout au long du webinaire, donc, nous serons accompagnés par Jean-Alain Divanac, donc président du GT Éco-Emploi et aussi président de la Chambre territoriale du Finistère. Et donc, il interviendra à l'issue du webinaire et du temps d'échange pour conclure ce webinaire. Donc, voici les différents sujets que nous allons aborder ce matin. Donc, tout d'abord, donc, les marchés agricoles, donc, suivis de la consommation alimentaire. Ensuite, un point sur l'emploi agricole et le secteur agroalimentaire, puis des éléments d'actualité. Donc après, nous laisserons un temps de réponse aux questions et que vous pouvez poser dans le chat. Et nous terminerons ensuite donc, par la conclusion donc, réalisée par Jean-Alain Divanac. Donc, un premier point donc, sur les marchés agricoles, donc une présentation par filière. Donc, tout d'abord, en grande culture, alors, ce qu'on peut dire, c'est que 2025 donc, restera comme une bonne année pour les rendements des cultures d'hiver, céréales et colza. Sur le graphique, on peut voir que 2025 est la 4e année pour le rendement, meilleure année pour le rendement donc, depuis 20 ans. C'est par contre seulement la 12e meilleure année pour le prix de vente. Et au final, c'est donc la 8e meilleure année pour le produit par hectare. Donc, pour l'orge et le colza, ce qu'on peut voir dans le tableau, c'est que c'est une très bonne année en rendement, avec des niveaux supérieurs de respectivement 8 et 12%, donc par rapport à la moyenne sur 5 ans. Alors, en maïs grain, la situation est plus hétérogène, mais alors, on est plutôt dans la moyenne, on voit une supérieure de 1% par rapport à la moyenne 5 ans, mais c'est quand même pas si mal, compte tenu du contexte climatique que l'on a pu connaître, avec donc un été sec et les orages qu'on a pu aussi avoir. Donc, par contre, si effectivement les résultats techniques ont été bons, donc le marché est quand même plutôt tendu. En effet, on a une offre mondiale qui est plutôt abondante et on a perdu des marchés à l'export, comme l'Algérie, donc au profit notamment de la mer Noire et de l'Argentine. Et on a aussi un euro fort donc, qui ne favorise pas les exportations. Donc, tout ceci a entraîné un recul donc, des prix payés qui peinent à couvrir les coûts de production. On voit bien sur le graphique la baisse du prix du blé. Donc, depuis un an, donc, le prix du blé et du maïs grain donc, sont en baisse. Et le blé récolté en 2025 est actuellement payé aux producteurs environ 160 à 170 euros tonne. Et le maïs grain sec, autour de 130-140 euros tonne. Alors, juste une phrase sur la bio. En bio, on a plutôt une offre et une demande qui se rééquilibrent avec des prix qui se redressent et qui ont tendance à s'écarter donc à nouveau du conventionnel. Donc, pour la campagne en cours, juste de 3 infos. Donc, les conditions de semis ont été relativement normales, avec une douceur donc, qui domine, sauf effectivement début janvier où on a eu un épisode de température relativement basse. Par contre, on a eu un mois de janvier donc très pluvieux, avec à peu près donc 100 mm dans l'est de l'île-et-Vilaine et plus de 250 mm dans l'ouest de la Bretagne. À l'heure actuelle, donc pas de problème sur l'état des cultures. Donc, les fondamentaux actuels donc, sont lourds sur le marché des céréales, avec des productions sud-américaines de maïs et de soja qui sont attendues donc à un bon niveau. Et donc, sauf incertitude géopolitique, on a peu de signaux actuels à la hausse qui tendent vers, qui peuvent penser qu'on va avoir une augmentation des prix. Bon, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle par rapport effectivement au prix de l'aliment. Donc, la baisse générale des cours des matières premières, qui s'est poursuivie en 2025, on le voit sur le graphique, avec un retour au niveau de 2020. Donc, on observe un pic du taux de soja donc, en octobre, qui est lié aux revirements commerciaux qu'il y a pu y avoir entre les États-Unis et la Chine. Et globalement, donc, les prix des taux de soja donc, reculent de 20% en 2025. Concernant les fabrications d'aliments donc pour animaux en Bretagne, donc ils sont en hausse en bovin, on le voit de 4,4%, et plutôt en baisse pour les aliments donc
porc, donc moins 3,1%, et volaille, moins 1,7%. On peut quand même noter que le rythme de baisse globale se ralentit par rapport aux années précédentes. Donc cette baisse des fabrications d'aliments volailles peut quand même interroger, puisque on est plutôt sur une période, on va le voir, de reprise de la production de volailles de chair et d'œufs. Au niveau des intrants, ici vous avez l'évolution de l'indice IPAMPA, donc qui est l'indice des prix des moyens de production nécessaires à l'agriculture. Donc on voit que l'indice IPAMPA se stabilise en 2025. Mais même si on a une stabilité, il ne faut quand même pas oublier qu'on reste à des niveaux de prix supérieurs à 20% par rapport au niveau de 2020. Donc on est toujours sur des niveaux de prix des intrants relativement élevés. Alors même si derrière cette stabilité se cache une baisse du coût de l'énergie fossile et de l'électricité, mais des prix des engrais qui sont en hausse de 12% sur un an. Alors pourquoi En fait, on a deux raisons principales. Donc une anticipation des taxes de l'Union européenne, avec donc la taxation progressive des engrais azotérus donc depuis juillet 2025, et aussi une entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc le MACF, en janvier 2026. Donc ce mécanisme sera détaillé plus loin au niveau du webinaire. Donc Arnaud vous expliquera plus en détail à quoi cela correspond. Donc nous allons maintenant voir les principales productions animales. Donc en volaille, on a des abattages bretons de volailles en 2025 qui augmentent de 2,3%. Mais qui retrouvent simplement leur niveau de 2022, puisqu'il y a eu un recul des abattages depuis 2022. Et donc, on est environ à 500 000 tonnes d'abattage en Bretagne, donc encore inférieur de 30 000 tonnes au niveau de 2019. On a plutôt une croissance, donc en poulet, on a une croissance de 2,5%, et en dinde, on a la dinde qui retrouve une croissance avec 8% donc sur 2025. Si on compare par rapport au national, au niveau national, la croissance atteint 1,7%. Mais en parallèle, on peut quand même noter que les importations de volailles continuent d'augmenter et elles restent supérieures aux exportations, alors que le solde commercial français reste largement négatif. Et on peut rappeler qu'en 2025, 51% du poulet consommé en France est importé. En porc, on a des abattages bretons de porc qui sont plutôt proches de la stabilité en 2025. Par contre, à l'échelon européen, en réponse au bon prix du marché qu'on a eu depuis bientôt près de 4 ans, les abattages européens de porc sont plutôt orientés à la hausse. Si on regarde sur 10 mois, ils progressent de 4,5% en Espagne et de 2% au Danemark. Donc des niveaux d'augmentation beaucoup plus importants que ce qu'on peut avoir en Bretagne. Et en France, on a plutôt une stabilité des volumes abattus. Sur 10 mois, les exportations européennes sont plutôt en légère hausse de 2,7%. Mais la fin de l'année, on n'a pas les résultats des 2 derniers mois, mais on s'attend effectivement à une moins bonne situation à cause des taxes chinoises et des cas de fièvre porcine africaine qui sont apparus en Espagne. Au niveau du prix, ici, donc, vous avez l'évolution du prix du porc depuis 3 ans, et avec une conjoncture qui a été encore bonne en début d'année 2025, mais qui s'est largement détériorée à partir de l'été. Sur l'année 2025, la cotation du porc atteint 1,431 € par kilo de carcasse au marché du porc français. Donc, c'est le niveau du plus bas depuis début 2022. Donc, c'est la dernière cotation de l'année, pardon. Et la moyenne s'établit à 1,699 €. Depuis le début de l'année, donc vous avez sur le graphique le premier mois, le mois de janvier. Si on regarde en date du 5 février, la cotation au marché du porc s'établit à 1,427 €. Vous voyez un niveau nettement inférieur aux 3 années précédentes. Alors, ce recul s'explique par les effets du conflit commercial entre la Chine et l'Union européenne, avec donc des taxes qui s'appliquent depuis le 10 septembre 2025, et avec des niveaux de taxes pour les entreprises françaises qui s'élèvent à un peu moins de 10%. Alors, ce n'est pas une taxe
fortement rédhibitoire, mais c'est quand même un manque à gagner pour la filière française. Alors on peut quand même noter que avant déjà ces taxes, on avait quand même déjà la Chine qui réduisait déjà nettement ses importations, donc en provenance de l'Union européenne et aussi d'autres pays, parce qu'en fait la demande intérieure chinoise est quand même relativement poussive, donc les besoins chinois sont nettement moins importants qu'ils pouvaient être les années précédentes. Donc à cette situation géopolitique s'ajoutent des cas de fièvre porcine en Espagne, donc principalement en Catalogne, qui se sont déclarés donc depuis fin décembre, et des nouveaux cas aussi donc depuis le mois de janvier, en janvier. Donc suite à ces cas de fièvre porcine, il y a donc certains pays tiers, donc clients de l'Espagne, qui ont donc immédiatement réagi en cessant leurs importations. Donc ce qui fait qu'effectivement, comme l'Espagne exporte le quart de sa production, donc vers les pays tiers, donc ça a eu des répercussions immédiates sur le marché espagnol. Et la cotation espagnole s'est effondrée, hein, et elle est descendue à 1 € du kilo début janvier contre 1,30 € fin novembre. Et donc ces surplus de viande qui ne sont plus exportés restent sur le marché européen et donc commencent à peser sur les cours des autres places européennes, comme on peut le voir sur le marché du porc breton. Concernant les coûts de production, donc ils reculent, hein, en porc, mais ils ne permettent pas de compenser la baisse des prix de vente, hein, et donc la rentabilité des élevages de porc, hein, s'est donc nettement dégradée depuis l'été. Et on a donc actuellement des prix de vente qui sont passés sous les coûts de production. En œuf, on a une cotation donc TNO qui est toujours très élevée, avec un prix des œufs bruns donc calibré M, donc qui atteint pour l'année 2025 une moyenne d'un peu plus de 16 € des 100 œufs, avec au dernier trimestre, si on regarde le dernier trimestre 2025, un prix qui est supérieur de 29% à celui de la même période 2024. Alors c'est la cotation des œufs, hein, c'est pas le prix payé aux producteurs, c'est vraiment la cotation des œufs là que je vous présente. Donc en fait, on a pourquoi on a un manque d'offres déjà relativement important, donc qui a été renforcé par des cas de grippe aviaire en Vendée. Donc cette tension donc sur le marché des œufs, elle est sensible, quel que soit le code des œufs, hein, avec de nombreuses ruptures qu'on a pu observer dans les magasins, principalement en fin d'année. Donc cette situation de manque a donc favorisé les importations principalement en provenance d'Italie. On peut rappeler que l'Italie, hein, est un pays qui ne pratique pas l'ovosexage comme on peut le faire en France et en Allemagne. Donc en fin d'année 2025, hein, ce prix des œufs, il est supérieur dans l'Union européenne, il est supérieur de 20% à celui de la même période 2024. Hein, donc c'est pas une situation spécifique de prix spécifique à la France. Si on regarde début 2026, hein, on a eu en plus des épisodes de neige et de verglas qui ont contribué à perturber le marché de l'œuf en limitant donc la circulation des camions, ce qui fait qu'on a eu à nouveau des ruptures d'approvisionnement en début d'année. Enfin, donc, on peut rappeler que donc, les œufs cage, donc le code 3, sont toujours présents dans les rayons des grandes surfaces, alors que les grandes surfaces étaient engagées à arrêter leur commercialisation en 2025. Le prix des œufs destinés à l'industrie, que vous voyez aussi sur la courbe, hein, connaît la même tendance que le prix des œufs coquilles, hein, avec des niveaux aussi de prix très élevés. Si on regarde les tendances de production, donc selon l'ITAVI, hein, la production française d'œufs devrait être en légère hausse, hein, donc de 0,8% en 2025. Donc une légère reprise de la production, mais qui reste encore quand même insuffisante, hein, puisqu'on voit que là, ici, vous avez les achats des ménages d'œufs en grande surface, où on voit que les achats des ménages d'œufs, donc sur les 11 premiers mois 2025, sont en progression de 4,6%, donc par rapport aux 11 mois 2024, avec des achats d'œufs sol et label rouge qui restent très dynamiques, hein, vous voyez sur le graphique, alors que les achats d'œufs cage poursuivent leur recul. Mais on a quand même pu noter que les œufs cage, on a une reprise en fin d'année en lien effectivement avec le manque d'œufs alternatifs. Si on regarde les œufs bio, hein, donc après avoir été proche de la stabilité en 2024, les achats d'œufs bio retrouvent des couleurs avec une croissance de 2,3% sur les 11 premiers mois 2025 par rapport à la même période 2024.
Donc la catégorie des œufs a connu un taux de rupture relativement élevé, donc avec environ 13% de taux de rupture entre janvier et novembre 2025 dans les rayons, alors qu'un taux normal de rupture en œufs, c'est plutôt proche de 2% que de 13%. Enfin, sur les œufs, un petit point sur les importations. Ici, vous avez les importations d'œufs et d'ovoproduits donc français. On voit que les importations sont toujours dynamiques. Alors, le solde commercial français en œufs coquilles et ovoproduits est déficitaire toujours, en volume de 27 000 tonnes et en valeur de 128 millions d'euros. Donc, il s'est dégradé en lien avec une augmentation des importations totales de 13% sur un an et surtout une augmentation des importations d'œufs coquilles de 20%. Les exportations sont en légère hausse, un peu moins de 3%, mais plutôt en lien avec l'augmentation des exportations d'ovoproduits alimentaires. Et le taux d'auto-approvisionnement en œufs français, il diminue, puisque là, il est redescendu à 97%, alors qu'il était plus proche de 99% en 2024. Si on regarde au niveau européen, alors les exportations sont en léger recul d'un peu moins de 1%, alors que les importations explosent. Elles sont en progression de 53% sur 10 mois, avec une augmentation de 67% donc des importations en provenance d'Ukraine. Donc l'Ukraine représente désormais les 2/3 des volumes importés par l'Union européenne. Donc voilà pour ma part. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Hey, qui va prendre la suite sur les marchés des filières. Oui, alors effectivement, donc moi j'enchaîne sur le lait et la collecte laitière la collecte laitière bretonne qui cette année a été assez dynamique, puisque sur l'année 2025, elle est en hausse de 3,9%. Donc en fait, c'est la deuxième année consécutive de hausse. Déjà en 2024, elle avait augmenté, mais plus faiblement qu'en 2025. On voit que cette hausse prend de l'ampleur, puisque même au deuxième semestre 2025, on est à plus 5%. Donc les raisons de cette hausse, on peut en citer au moins deux. La première, c'est la bonne qualité des fourrages qui a permis de soutenir la production. Et le deuxième point aussi, c'est la conjoncture. Je parlerai dans un instant du prix, mais la conjoncture à la fois des bons prix et du coût de l'aliment qui baissait a encouragé en fait les producteurs à produire, soit en utilisant les leviers un petit peu habituels qui sont de donner plus de concentré. On a vu notamment au début du webinaire que les fabrications d'aliments pour bovins avaient augmenté, mais aussi en gardant plus longtemps leurs vaches, voire même pour certains à reporter les départs à la retraite. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que au-delà de cette variation, cette moyenne régionale, on constate toujours des disparités départementales, puisque la hausse est de près de 10% dans les Côtes-d'Armor. En revanche, la collecte est stable dans le Finistère et Morbihan. Donc des différences selon les territoires. Alors donc, comme j'ai dit, une des raisons qui explique aussi cette hausse de la collecte, c'est la bonne conjoncture dont on voit ici les chiffres pour 2025 avec le prix du lait, le prix du lait payé qui, vous voyez, tout au long de l'année oscillait autour des 500 euros par 1000 litres. En moyenne, donc sur l'année, vous voyez qu'on est en moyenne, enfin, on atteint à 460 euros par millilitre en prix de base en novembre 2025. Donc des prix qui sont bons et qui s'expliquent en partie du fait que la FCO qui a impacté l'année dernière, donc pendant l'hiver 2024-2025, des gros exportateurs européens, Allemagne, Pays-Bas, ont réduit la production de ces pays-là, et donc ce qui a soutenu les prix tout au sein de l'Union européenne. Et un des indicateurs, c'était entre autres le prix du cours du beurre qui a fortement augmenté. En 2025, en juin 2025, il avait dépassé les 7 000 euros de la tonne, donc signe que la conjoncture était porteuse. Donc des bons prix en 2025. Malgré tout, la conjoncture est en train de se retourner. Elle a commencé
Depuis novembre, en fait, on constate que les prix des produits laitiers commencent à baisser assez nettement. Et là, pour le coup, c'est du fait que, un petit peu comme ce qu'on voit en Bretagne, les principaux bassins laitiers, que ce soit au niveau européen ou même au niveau mondial, ont augmenté leur production assez nettement, ce qui a fait donc dégrader les cotations des produits laitiers. Donc on commence à en voir les premiers effets au niveau du prix, puisque vous voyez qu'entre octobre et décembre, le prix de base du lait a perdu 20 euros des 1000 litres. Et certaines laiteries ont déjà annoncé des nouvelles baisses de prix du lait allant de 20 à 25 euros des 1000 litres en janvier. Donc, ce qu'on peut dire la production laitière, c'est que la rentabilité des élevages a été bonne en 2025, mais par contre, on voit que la conjoncture se retourne et que 2026 sera, selon toute vraisemblance, moins bon que 2025. Au niveau de la production des bovins, donc la production de gros bovins, la production bretonne de gros bovins finit l'année avec un nouveau recul de 1%, donc qui est relativement modéré par rapport à ce qu'on a connu ces années. La cause sous-jacente, c'est la décapitalisation hein, qui se poursuit. Malgré tout, donc on perd que 1%, sans doute en partie parce que de l'engraissement de jeunes bovins s'est mis en place pour compenser en partie la décapitalisation. Donc, baisse de 1% au niveau breton. Au niveau national, les chiffres viennent de sortir pour l'abattage. On est à une baisse de 1,9% par rapport à 2024. Et au niveau européen, on est à une baisse de 3,7%. Donc, on est toujours dans une logique de contraction de l'offre en bovin, que ce soit à l'échelon Bretagne ou allant jusqu'à l'échelon européen. Alors, les conséquences et cette contraction de l'offre expliquent en grande partie les prix qui continuent à être toujours plus élevés. Donc 2024 était déjà, et vous voyez que les prix pour les vaches laitières de type R+, hein, qui sont des vaches laitières de type allaitant, étaient déjà assez bons en 2024, 5,65 euros par kilogramme de carcasse. Et vous voyez qu'ils ont continué à augmenter tout au long de l'année 2025 et 2026, on part aussi sur des prix qui restent très bons. Donc au final, en moyenne pour 2025, on est à un prix de 6,70 euros par kilogramme de carcasse, qui est une hausse de 19% par rapport à 2024. Et en fait, cette hausse concerne tous les bovins, que ce soit donc les vaches allaitantes, aussi les mâles, les vaches laitières de réforme aussi continuent à avoir des très bons prix. Alors on constate un petit tassement à l'automne 2025, mais qui correspond en fait à une évolution saisonnière. On est toujours pour les vaches laitières de type P égal, sur des prix qui sont au-delà des 6 euros par kilogramme de carcasse. Donc plus du double de ce qu'on connaissait avant l'envolée des prix, on va dire en 2020, par exemple 2021. Donc des prix de vente toujours très bons en bovin. Comme on a vu avant, des charges qui sont stabilisées en 2025, mais qui sont quand même plus faibles qu'il y a 2-3 ans. Donc la rentabilité continue d'être bonne en production bovine, pour la viande bovine. Alors un mot sur les veaux de boucherie, pour dire que donc, les veaux de boucherie connaissent aussi des prix records. Le veau rosé clair haut, par exemple, atteint quasiment les 9 euros par kilogramme de carcasse début janvier 2026. Malgré cette bonne conjoncture des prix, on est par contre toujours sur des tendances baissières au niveau de la production, avec pour l'année 2025 des sorties veau de boucherie qui baissent quasiment de 10%, 9,6% par rapport à 2024. Tendance similaire aussi au niveau français, peut-être un petit peu moins forte, puisqu'on est sur l'année 2025 sur une baisse de 7,5% du nombre de veaux abattus. Donc une production qui est toujours en déclin malgré la conjoncture, la bonne conjoncture. Alors je passe ensuite sur les productions de légumes, en commençant par les légumes de plein champ. Alors, au niveau des légumes de plein champ, donc la conjoncture est marquée par la météo un petit peu particulière qu'on connaît depuis l'automne et l'hiver.
particulière dans le sens où donc en novembre et jusqu'à mi-décembre, les températures étaient très douces, ce qui a favorisé la production. Donc là, vous avez l'exemple en chou-fleur, un chou-fleur qui est le légume qui représente le plus de surface en plein champ en Bretagne. Et vous voyez que pour décembre 2025, la production est supérieure à 2024 du fait de cette douceur. Or, quand le temps est doux, en général, les consommateurs préfèrent consommer des choux-fleurs quand il fait froid. Et donc, en même temps qu'il y ait cette bonne production, cette bonne poussée, bah, la consommation n'était pas là en face. Les consommateurs n'ont pas acheté de choux-fleurs, ce qui a déclenché une crise conjoncturelle entre le 17 novembre et le 26 décembre. Au final, sur l'ensemble du dernier trimestre 2026, bah, le chiffre d'affaires du chou-fleur breton a perdu 26% par rapport à 2024. Or, comme vous voyez, c'est le trimestre peut-être le plus important pour cette production, puisque c'est là où l'essentiel des volumes sont faits. Même phénomène pour les potimarrons, qui aussi ont subi une consommation assez défavorable, donc un peu le même phénomène. Et au niveau des échalotes, qui est le troisième légume en termes de surface produit en Bretagne, bah, l'échalote traditionnelle fait toujours face à une concurrence de l'échalote de semis assez forte, ce qui fait que les prix sont bas. Dernier point aussi sur les endives qui, elles, ont connu des rendements hétérogènes, notamment du fait de la sécheresse de 2025 qui a affecté la productivité des nouvelles racines. Donc, au-delà de ces aspects très conjoncturels, on peut rappeler que bah, le chou-fleur, par exemple, a perdu, qui est donc le légume le plus cultivé en Bretagne, a perdu 4000 hectares en 10 ans, ce qui représente plus du quart des surfaces. Donc, on est sur des tendances baissières en légumes de plein champ en Bretagne. En ce qui concerne les légumes destinés à la transformation, on est aussi sur des tendances baissières. Donc là, on vous présente les chiffres des surfaces semées au niveau national. Et vous voyez que pour les trois principaux légumes, pois, haricots et flageolets, on est en baisse assez marquée. Donc moins 15% en pois, moins 10% en haricots et même moins 46% en flageolets. On est sur des évolutions un peu similaires, voire même supérieures pour le pois et haricots au niveau du Grand Ouest, donc avec des fortes baisses de surface. Alors, une des causes de ces reculs, c'est le choix des industriels de semer moins, entre autres parce qu'ils ont des stocks assez importants. La consommation des légumes en conserve ou surgelés avait baissé les années précédentes. Alors, les chiffres qu'on a pour 2025 sont un peu meilleurs, puisque pour les légumes de conserve au troisième trimestre 2025, on est sur des hausses de volume de consommation de 4%. Euh, et enfin, on est proche de la stabilité en conserve et en hausse de 4% pour les légumes surgelés. Donc peut-être léger reprise de la consommation, mais malgré tout, pour la campagne 2026, on s'oriente toujours vers un recul des surfaces. Donc là aussi, tendanciellement, en légumes transformés, des baisses de surface, y compris chez nous en Bretagne. Donc, ce qu'on peut dire en élément de synthèse sur les différentes filières qu'on vous a présentées, c'est que quand on constate, on essaye de voir un petit peu globalement ce qui s'est passé au niveau des volumes de production, il y a une relative stabilité des volumes de production pour les productions animales. Il y a eu des évolutions, mais relativement tempérées, et sans doute plus tempérées que ce qu'on constate dans les autres pays. On constate qu'au niveau des volumes de production, la Bretagne réagit un petit peu moins à la conjoncture que dans d'autres pays. Par contre, au niveau des légumes, on est vraiment sur une tendance baissière assez marquée, comme je vous ai montré, que ce soit en plein champ ou en légumes transformés. Euh, à l'inverse des volumes, les prix, on constate une certaine divergence des prix. Donc, la plupart des prix agricoles avaient augmenté assez fortement en 2021-2022. Dans certaines productions, on a constaté un retournement, notamment en céréales, déjà il y a au moins 2 ans. Et on voit que d'autres filières suivent, hein, comme le porc ou plus récemment le lait qu'on voit qui commence à baisser.
Par contre, à l'inverse, d'autres continuent à avoir des très bons prix, comme en œuf ou en bovin, par exemple. Donc, pas d'homogénéité au niveau des prix. On voit une certaine divergence selon les filières. Et ce qui reste en commun, c'est une déflation des entrants, surtout au niveau de l'aliment. Bon, vous a présenté l'IPAMPA qui est en stable en 2025, mais qui est quand même plus bas que ce qu'on a connu il y a 2 ans, par exemple. Si on essaye de se projeter un petit peu pour 2026 et notamment le premier semestre, on peut mentionner le baromètre de l'économie agricole, qui est en fait une enquête auprès d'un échantillon d'exploitation breton, qui ont été enquêtés en décembre, donc c'est tout récent, et qui nous permet en fait d'avoir un petit peu un ressenti donc, du monde agricole. Et ce qui ressort, c'est que globalement, majoritairement, les agriculteurs, les chefs d'exploitation bretons pensent que la rentabilité va baisser au premier semestre 2025. Et c'est notamment le cas pour les exploitations en bovin. Donc, il y a seulement 35% des exploitations en bovin qui pensent que la rentabilité va être stable ou en hausse au premier semestre 2026, donc un très faible pourcentage. À contrario, il y en a 55% qui pensent que la rentabilité va baisser au premier semestre. Donc ce pessimisme en bovin est un petit peu moins important dans d'autres productions, notamment en fruits et légumes, où ils sont seulement 46% à, enfin, ils sont 46% à estimer que la rentabilité va être stable ou en hausse au premier semestre 2026 et 41% en grande culture. Donc plutôt des agriculteurs bretons qui pensent que la rentabilité va baisser dans les mois qui viennent. Et donc je laisse la parole maintenant à William. Donc, après avoir évoqué donc, les marchés agricoles, la production, je vais passer maintenant à l'aval des filières, donc à la consommation alimentaire. Du point de vue donc, de l'alimentaire dans les magasins, l'inflation repart. Là, ce que vous avez, c'est le baromètre de l'inflation entre décembre 2024 et décembre 2025. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le printemps 2025, on est sur une légère inflation qui s'établit donc à 1,4% euh, entre décembre 2024 et décembre 2025. Cette inflation sur donc les produits de grande consommation et le frais libre-service sur un an porte principalement sur les marques nationales et d'abord les produits de grands groupes qui montrent une inflation de 2,4%. Tandis que de l'autre côté, les marques de distributeurs sont dans la moyenne, 1,4% pour les marques de distributeurs thématiques et classiques, tandis que les premiers prix, eux, sont en déflation avec moins 0,4%. Et ensuite, en termes de type de produits, les plus inflationnistes, après le café et le chocolat qui sont les plus inflationnistes, on retrouve la viande hachée et les viandes surgelées avec respectivement 13,5% et 12% d'inflation sur un an, sachant que les autres viandes comme le porc et le poulet subissent la même inflation en 2025. Et donc, comme conséquence, les paniers alimentaires se renchérissent. Ce que vous avez sur le graphique, c'est l'indice des prix à la consommation avec en base 100 en 2015. Et donc là, entre janvier 2019 et décembre 2025. Et donc, en décembre 2025, cet indice des prix à la consommation s'établit à 133,8 points. Et en moyenne, entre 2025 et 2019, cet indice a gagné 27 points. Donc on voit l'effet de l'inflation en 2022 et aujourd'hui la légère inflation en 2025. Si on revient sur les viandes, là ce que je vous indique, c'est le prix du steak haché en grande et moyenne surface qui a subi une importante hausse sur l'année, donc entre janvier 2025 et décembre 2025. Il a pris presque 2 euros plus de 2 euros du kilo. Et en moyenne, sur 2025 par rapport à 2019, c'est plus 5,2 euros du kilo, donc une hausse de 49%. Et donc là, on voit notamment l'impact de la décapitalisation du cheptel bovin sur les prix à la consommation. Malgré tout, la consommation des Français reste dynamique. Là, récemment, le chiffre de plus 2,6% de dépenses de consommation alimentaire à domicile est tombé. Donc,
bien entendu, hors consommation alimentaire hors domicile. Cette consommation en volume, elle porte sur le porc et la volaille qui ont gagné plus 2,9% sur les 10 premiers mois 2025 par rapport aux 10 premiers mois 2024. En volaille, c'est le poulet qui porte la hausse de consommation avec plus 5,4%, tandis que la dinde, la consommation d'Inde se réduit de 0,8%. Pour les produits laitiers, la consommation est stable au global. Elle est tirée par les yaourts, plus 3,7% par rapport à 2024, et par les fromages, plus 2,1%. C'est grâce à la baisse des prix sur ces produits en 2025. Par contre, les laits liquides déclinent, moins 2,9%, qui suit la tendance de repli de la consommation de ce produit depuis plusieurs années. Et la consommation est aussi en repli en beurre, moins 1,7%, en raison d'une hausse du prix plus importante sur ce produit. La hausse du prix est de 2,8% en 2025. Alors que l'indice des prix, tout produit laitier confondu, est stable en 2025. Et pour finir, sur la viande bovine, on a moins 2,9% sur les 10 premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024. Encore une fois, sous l'effet de l'inflation sur ce type de produit. Et concernant la consommation en bio, ce que l'on observe, c'est une reprise qui est différenciée selon les produits et les circuits de distribution. Au premier semestre 2025, par rapport au premier semestre 2024, le marché du bio a repris. Il progresse de 4,1% en valeur. Ce marché est porté par les magasins spécialisés, plus 6,2%. Il reprend doucement également en grande et moyenne surface. Donc, la stratégie des magasins spécialisés a porté sur des campagnes de communication, l'accessibilité prix des produits et la fidélisation des consommateurs. Concernant la hausse de la consommation en grande et moyenne surface, même si elle est positive, elle reste en dessous du niveau d'avant-crise et la reprise est moindre en termes de hausse de la consommation en valeur que la hausse de la consommation alimentaire en général. Alors, par type de produit, donc ici vous avez l'évolution en pourcentage sur la valeur en circuit bio et en grande et moyenne surface, quand l'ensemble des produits en dehors du vin en circuit bio connaît une hausse d'achat. En circuit GMS, cette hausse se porte principalement sur les fruits et légumes et sur les œufs, et quasiment l'ensemble des autres types de produits régressent ou à minima stagnent. Voilà. Donc ensuite, je passe à l'emploi agricole. Donc, en Bretagne, on a un marché du travail qui est globalement moins dynamique. Alors, tout secteur confondu, le salariat baisse de 0,2% au troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, alors qu'il avait connu une hausse de 0,4% au deuxième trimestre de 2025. Donc après une période de progression depuis une dizaine d'années, l'emploi salarié semble être arrivé sur un plateau depuis 2024, tout secteur confondu toujours. Le salariat breton est quasiment au même niveau au troisième trimestre 2025 qu'au premier trimestre 2024. Sur cette période, l'évolution de l'emploi salarié a été moins favorable à l'échelle française, où il a connu une baisse de 0,2%. Le salariat par secteur, donc dans le secteur tertiaire marchand, qui représente plus des 3 quarts des emplois, est stable depuis 2024. Le secteur de la construction, qui comprend 6% des salariés, connaît une diminution depuis 2 ans. Et dans l'industrie, qui représente 14% du salariat breton, mais qui compte pour 41% d'emplois agroalimentaires, le salariat poursuit sa progression, mesurée mais assez continue, depuis le second semestre 2021. Sur le versant du chômage, après une baisse tendancière en 2024, le taux de chômage repart à la hausse sur les 3 premiers trimestres 2025. En Bretagne, il s'établit à 6,3% de la population active au troisième trimestre 2025. Donc ce taux de chômage est stable, avec une légère augmentation de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Ce taux de chômage est presque au même niveau que celui des Pays de la Loire, avec 6,2% dans cette région,
mais largement plus bas que le taux pour la France métropolitaine, où il est de 7,5%. Dans le maillon de la production agricole, entre 2023 et 2024, les chefs d'exploitation se réduisent de 2,9% quand les salariés en équivalent temps plein augmentent de 2,4%. Donc je précise que ces chiffres ne comptent pas certaines activités qui sont prises en compte euh, parfois comme le paysage, les entreprises de travaux agricoles, les travaux forestiers notamment. L'augmentation du salariat compense en partie la baisse des actifs familiaux. Et ce salariat représente en 2024 46% des actifs agricoles contre 40% en 2020 et 29% en 2010. Par catégorie, donc au total en 2024, on a un peu moins de 54 000 actifs dans le maillon de la production agricole en Bretagne, qui se répartissent entre 28 000, un peu plus de 28 000 chefs d'exploitation, un peu moins de 25 000 salariés en ETP. Donc à titre d'information, si ce sujet vous intéresse, la Chambre d'agriculture vient de finaliser une étude prospective sur l'évolution de l'emploi en production agricole. Et cette étude montre comment pourrait évoluer l'emploi agricole dans les 10 ans d'ici 2035 en fonction de différents scénarios d'évolution de l'agriculture bretonne. Et donc, vous pourrez trouver les premiers résultats de cette enquête, de cette étude sur le blog AgriEco. Pour finir sur les installations, on voit donc qu'en 2025, les installations aidées s'établissent à 479 DJA, donc une réaugmentation par rapport à 2023 et 2024, sachant que ces 2 années 2023-2024 avaient été basses en raison notamment d'un changement de programmation de la PAC et donc d'une nouvelle réglementation sur l'installation aidée. Donc là, en 2025, on revient sur un chiffre plus conforme à celui qui est observé depuis le début des années 2010, pardon, où il est en moyenne d'environ 480 installations aidées par an. La baisse des installations est également constatée du côté des installations totales, aidées et non aidées, avec une baisse de 14% entre la moyenne des installations sur la période 2021-2022 et la moyenne des installations sur la période 2023-2024. La hausse des installations aidées en 2025 s'explique principalement par une remontée du nombre de DJA en production bovine et porcine, et en revanche, une diminution des installations en culture spécialisée, donc maraîchage, horticulture, fruits, et en installation en ovins, caprins et autres herbivores. Donc on peut parler d'une certaine réorientation de l'installation sur des productions que l'on peut qualifier de plus conventionnelles. Maintenant, je vais me concentrer sur le secteur agroalimentaire. Donc dans le secteur agroalimentaire, le salariat progresse, comme je l'ai esquissé précédemment. Fin septembre 2025, le nombre de salariés dans l'agroalimentaire s'établit à un peu plus de 76 000 salariés. Sachant que ce chiffre comprend l'artisanat alimentaire, donc les actifs en boulangerie, charcuterie et autres commerces qui font de la transformation de matières premières agricoles. Après une période de baisse en 2023 et 2024, le salariat dans les industries agroalimentaires repart à la hausse depuis le 4e semestre 2024. L'augmentation entre le 2e et le 3e trimestre 2025 est de 0,3%, et entre le 3e trimestre 2023 et le 3e trimestre 2025, il est de 2,3%. Et selon l'enquête Banque de France en novembre 2025, les effectifs dans l'industrie agroalimentaire étaient encore en croissance sur ce mois, et les entreprises prévoyaient encore une hausse de l'activité pour le mois de décembre grâce aux fêtes de fin d'année. Concernant l'intérim, il s'établit à un peu moins de 12 500 équivalents temps plein au 3e trimestre 2025. Le recours à cette forme d'emploi tend à diminuer dans le secteur depuis 2023. À noter que ça fait écho à la tendance dans l'ensemble des secteurs économiques depuis 2023 qui baissent leur recours à l'intérim. Maintenant, concernant l'activité économique de ce maillon, on voit que la production agroalimentaire est en recul sur l'année 2025.
Alors qu'en janvier 2025, elle était revenue à un niveau moyen observé en 2021, elle affiche ensuite en novembre 2023 moins 3 points par rapport au début de l'année. Cette évolution de la production est d'autant plus étonnante que l'industrie française prise dans son ensemble, donc là c'est bien les chiffres français hein, de l'industrie agroalimentaire, et donc l'industrie française dans son ensemble suit une hausse constante de sa production sur l'année 2025 et a gagné, elle, 3 points en moyenne depuis le début de l'année. Du point de vue du chiffre d'affaires global, l'agroalimentaire poursuit sa hausse entamée depuis début 2024. Cette hausse est portée par les résultats sur le marché français, puisque, comme on le voit avec la courbe bleue, claire, le chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie agroalimentaire française a tendance à stagner, voire à diminuer. Cette situation, la situation de difficulté de l'industrie agroalimentaire française est relayée par l'ANIA qui représente les industries agroalimentaires en France, qui a mené une étude avec la Banque de France en 2025 sur la rentabilité des entreprises agroalimentaires françaises. Donc là, je vais vous présenter différents indicateurs de rentabilité des entreprises industrielles. Donc pour commencer, le taux de marge brute, qui, comme on le voit dans l'industrie agroalimentaire, a tendance à stagner depuis 2022, quand l'ensemble de l'industrie manufacturière voit son taux de marge brute augmenter. Donc, pour rappel, le taux de marge brute, c'est la part du chiffre d'affaires qui reste après paiement des consommations intermédiaires pour couvrir les charges de personnel, les amortissements et les résultats. Ensuite, le taux de marge courante avant impôt stagne depuis 2019 dans l'industrie agroalimentaire. Ce taux de marge courante avant impôt est la part du chiffre d'affaires qui reste une fois couvertes les charges d'exploitation financière et courantes et avant la prise en compte de la fiscalité. Et enfin, le taux de marge net qui stagne depuis 2022 est la part du chiffre d'affaires qui constitue le bénéfice de l'entreprise après déduction de toutes les charges, y compris financières et fiscales. Donc ces trois indicateurs nous reflètent la situation d'une industrie agroalimentaire française qui génère une valeur ajoutée faible, laissant peu de marge de manœuvre pour l'investissement une fois rémunéré le capital. Et comme conséquence, notamment, le taux de défaillance des entreprises agroalimentaires s'établit à 2,5% en 2023 et 2024, selon la même étude, quand dans le reste de l'industrie, il se situe entre 1,5 et 2%. Alors, compte tenu de ce contexte, quel est le ressenti des chefs d'entreprise, là, à l'échelle bretonne? Je vous relais les données de l'enquête qui vous a été présentée précédemment sur l'état d'esprit des chefs d'exploitation agricole, donc l'enquête COSEB, qui a donc été administrée en décembre 2025. Là, pour les chefs d'entreprise de l'industrie agroalimentaire bretonne, quand on leur demande leur avis sur le second semestre 2025, ils témoignent d'une confiance améliorée par rapport au premier semestre 2025. Ils témoignent également d'un chiffre d'affaires et une rentabilité qui semble s'améliorer dans son ensemble. Et par contre, les investissements et les effectifs ont tendance à stagner. Et quand on leur demande de se projeter vers le premier semestre 2026, ils témoignent globalement d'une baisse du chiffre d'affaires et de peu d'évolution de la rentabilité et des investissements. Et justement, quand il est question du premier semestre 2026, il est question aussi des négociations commerciales qui, comme à l'accoutumée, sont encore tendues. Donc celles-ci ont démarré le 1er décembre 2025 et se termineront le 1er mars 2026. Et donc là, ce que je vous présente, c'est la demande d'évolution des prix des produits alimentaires qui a été relevée par une enquête de Pactalim, qui est l'association qui représente les PME et ETI françaises de l'alimentation et qui l'a administrée à mi-parcours des négociations mi-janvier. Et donc, les adhérents de Pactalim qui ont répondu à ce sondage expriment que, dans l'ensemble, les demandes d'évolution des prix sont de leur côté de plus 2,5%, quand du côté des distributeurs, généralement, les demandes sont de moins 2,5 à moins 5% sur les prix des produits qu'ils achètent à leurs fournisseurs agroalimentaires. Voilà. Et maintenant, je rends la parole à Arnaud.
Oui, donc effectivement, on va finir ce webinaire par quelques éléments d'actualité. Et d'abord, un élément d'actualité qu'on n'a pas mentionné dans toute notre recension des marchés, mais qui est toujours là et en toile de fond et important, c'est le sanitaire. Donc, toutes les productions animales sont exposées d'une manière ou d'une autre à un risque sanitaire. Risque sanitaire pour en ce qui concerne la volaille, l'aviculture, c'est l'influenza aviaire, donc qui est une maladie qu'on connaît bien, puisque ça fait au moins 20 ans qu'elle sévit régulièrement en France, et y compris dans notre région. Alors cette année, donc le risque élevé est est élevé au niveau national. La Bretagne, malgré tout, reste relativement épargnée, puisqu'on recense seulement 2 cas en élevage depuis le début de la saison hivernale. Donc pour l'instant, notre région est relativement un peu affectée, mais évidemment, c'est un risque qui est toujours présent. En ce qui concerne la production porcine, le risque le plus important, c'est celui qui concerne la fièvre porcine africaine. Fièvre porcine africaine, donc qui est une épidémie qui progresse régulièrement. Donc en sachant que c'est un virus qui a touché l'Union européenne dès 2014 par la Pologne et qui gagne progressivement l'ouest du continent. Euh, la France est toujours épargnée, mais comme on vous avait dit en début de webinaire, il y a eu des cas pour la première fois en Espagne, donc à l'hiver 2025, donc il y a un peu plus de 2 mois. Donc bizarrement, le virus a sauté la frontière française. Bon, il s'avère qu'a priori, les cas espagnols ne seraient pas dus à une contamination à un virus qui proviendrait des autres régions européennes. C'est peut-être, mais c'est qu'une hypothèse à ce stade-là, une fuite d'un laboratoire. Toujours est-il que donc c'est une menace toujours importante pour la filière française et qui, si jamais des cas devaient se déclarer au niveau français, aurait des conséquences très fortes sur les marchés. Quand on prend l'exemple espagnol, là, vous avez vu que quand il y a eu des cas qui sont déclarés, bah, la cotation espagnole a perdu tout de suite 30 centimes. Donc, en général, c'est fermeture de débouchés pour les pays tiers, sans compter évidemment toutes les conséquences pour les élevages touchés. Donc, FPA pour la production porcine. Pour tout ce qui est herbivore, 2 virus qui touchent les troupeaux français, c'est la FCO. Alors pour le coup, la Bretagne a été très affectée durant l'été 2025 par la FCO. Donc avec 2500 foyers en Bretagne qui ont été détectés et avec des impacts qui sont nombreux. Alors des impacts, ça veut dire des avortements, mortalité embryonnaire, malformation, impact sur la fertilisation. On a vu dans les chiffres qu'on vous a présentés que les conséquences ne se voient pas trop encore au niveau de la production laitière. Par contre, on peut s'attendre à ce que ça ait des conséquences sur donc, les futures naissances et que donc à terme, la production, notamment de viande bovine, devrait être touchée par cette maladie-là. On peut dire aussi que pour donner un petit peu des exemples concrets pour la FCO, c'est que les pertes devraient être en moyenne autour de 43 euros par vache, soit 3 500 euros par ferme, et ça peut même aller dans certains cas jusqu'à 137 euros par vache selon la gravité des troubles. Donc là, une nouvelle maladie qui a des conséquences économiques pour nos élevages. Et dernier virus aussi à mentionner, c'est la dermatose nodulaire contagieuse qui n'a pas touché la Bretagne, mais qui a touché d'autres régions en France. Alors la situation a l'air d'être actuellement sous contrôle, hein, puisqu'il n'y a plus de foyers déclarés au niveau français, mais par contre le risque c'est que au printemps ou à l'été, cette maladie se redéveloppe à nouveau en France. Donc le sanitaire est toujours là en toile de fond et fait peser des menaces pour toutes les productions animales bretonnes. Autre élément d'actualité, c'est tout ce qui concerne l'actualité commerciale, qui, pour le coup, il y a beaucoup de choses. C'est une actualité qui est très riche. La dernière en date, c'est peut-être que vous avez vu récemment que les chiffres sur la balance commerciale française sont sortis et ils sont pas bons, puisque le solde commercial français est historiquement bas.
il est tout juste à l'équilibre, donc plus de 100 millions d'euros, donc c'est quasiment l'équilibre. Et c'est le niveau le plus bas depuis 1979. Donc il y a une très forte chute par rapport à l'année dernière. En général, le solde commercial français était toujours au-delà des 5 milliards d'euros, excédentaire de plus de 5 milliards d'euros. Et donc là, on est quasiment tombé à zéro. Alors il y a plusieurs raisons à cette chute. Alors déjà, des raisons un peu structurelles, c'est-à-dire qu'on voit que structurellement, le déficit se creuse pour des produits comme les fruits et légumes ou pour les viandes, et donc ça continue en 2025. Plus conjoncturellement, il y a eu le fait qu'en 2024, la récolte des céréales françaises avait été très mauvaise, donc ça, c'est évidemment, ça a pesé dans les exportations françaises de céréales. À l'inverse, les cours élevés de cacao ou de café ont fait que les importations de ces produits qu'on achète ont augmenté en valeur. Et puis, il y a aussi des effets géopolitiques. Alors, on pense notamment aux conflits commerciaux entre les États-Unis et la France, qui ont notamment affecté le secteur des boissons. La France est très excédentaire pour tout ce qui est vin, cognac et autres spiritueux. Et donc, là, ce secteur-là a été pénalisé par la perte de volume vers les États-Unis. Et autre conflit commercial qui, pour le coup, touche un peu plus spécifiquement les filières bretonnes, c'est le conflit commercial avec la Chine, qui a fait que, du fait de ce conflit commercial, la France a exporté moins, notamment de viande porcine vers la Chine. Donc, pour préciser un petit peu c'est la situation entre l'Union européenne et la Chine. Donc, la Chine avait décidé d'appliquer des taxes élevées pour les importations de produits porcins européens, qu'ils ont finalement décidé de ramener ce taux pour le porc français à 9,8% pour les 5 prochaines années. Et ils ont procédé un petit peu de la même manière pour certains produits laitiers, à savoir crème crème, d'autres produits laitiers, donc où ils ont finalement décidé d'appliquer des taxes qui iront jusqu'à 11,7% pour les entreprises laitières françaises. Donc là, ça a des effets ça a eu pour conséquence une baisse des exportations bretonnes de produits de viande porcine, par exemple. Avec ces nouveaux taux, donc comme on l'a dit plus tôt, hein, ce n'est pas forcément des taux qui seront rédhibitoires, mais qui affecteront la valorisation et la rentabilité des exportations bretonnes vers la Chine. Autre nouveauté, autre accord commercial aussi, c'est entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui, donc, à partir du 29 octobre 2025, l'Union européenne a décidé d'augmenter ses contingents de volailles de chair, ces importations, donc ces contingents pour importer de la volaille de chair ukrainienne, donc qui passent de 90 000 tonnes à 120 000 tonnes. Et en ce qui concerne les œufs, les contingents passent de 6 000 à 18 000 tonnes. Et dernier accord commercial, donc c'est l'accord commercial avec le Mercosur, qui a été ratifié le 17 janvier 2026. Ceci dit, vous avez sans doute suivi au niveau des actualités qu'un vote du Parlement a décidé de saisir la justice européenne. Et donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, la mise en œuvre de ce traité pourrait être reportée. Donc ça, c'est la Commission européenne qui décidera ou non s'ils reportent et ils attendent la décision de la justice européenne ou s'ils mettent déjà en application cet accord. Donc, ce qui veut dire, alors, on vous illustre un petit peu les conséquences pour une filière, la filière qui serait sans doute la plus exposée à ces évolutions-là, c'est la filière volaille de chair. Et donc, pour la filière volaille de chair, ça voudrait dire à terme un contingent de 180 000 tonnes de viande de volaille issue des pays du Mercosur qui pourrait rentrer sur le marché européen. Comme je l'ai mentionné rapidement, l'accord avec l'Ukraine, c'est 120 000 tonnes de volaille ukrainienne qui peut rentrer sur le marché commun sans droit de douane. Et on peut mentionner aussi que l'Union européenne, dans sa politique de développement d'accords bilatéraux avec d'autres pays, est en train de négocier un accord avec la Thaïlande.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la Thaïlande? Parce que la Thaïlande, en fait, est le deuxième fournisseur de viande de volaille à l'Europe. Et donc, c'est un accord qu'il faudra suivre parce que potentiellement, ça voudrait dire de nouveaux volumes qui pourraient rentrer sur le marché européen. Et alors, dernier point aussi, alors c'est pas forcément lié à des évolutions d'accords commerciaux, mais on constate que sur l'année 2025, la Chine a augmenté ses exportations de volailles de plus de 30% sur un an. Donc là, on peut constater ça, puis se dire que c'est peut-être pas une coïncidence non plus avec ce qui se passe au niveau commercial entre la Chine et l'Union européenne. Donc face à cette situation, Envol quand même a développé un plan avec l'objectif de reconquérir 20% du marché français. Donc il y a plusieurs points. Les principaux consistent à favoriser encore la traçabilité avec l'étiquetage de l'origine et communication sur l'origine France. Favoriser le développement de la production en France et notamment via la réduction des règles administratives. Et puis aussi, Envol pousse pour limiter les importations en plaidant notamment pour un moratoire sur le libre-échange et des clauses miroirs et contrôle. On peut dire que sur ce point-là, il y a encore du travail. Autre élément d'actualité, donc des actualités réglementaires européennes qui, pour les deux principaux, portent sur les intrants. Donc, on voulait vous notamment mettre en avant le fait qu'un règlement qui devait entrer en vigueur en 2026 a été à nouveau reporté. C'est le règlement déforestation qui s'applique notamment aux importations de soja. Donc, en théorie, depuis donc le 1er janvier 2026, les importateurs de soja devaient s'assurer que le soja qu'ils importaient ne provenait pas d'endroits qui avaient été déforestés. Or, cette mesure aurait pu conduire à des hausses du prix du soja. Et donc, notamment sous la pression de la mobilisation du monde agricole, l'Europe a décidé de reporter son application d'un an. Deuxième point, c'est le point qui concerne le point du MACF, donc on a mentionné déjà plus tôt. Alors le MACF, j'ai essayé de l'expliquer relativement simplement. Pour comprendre ce que c'est, en fait, le MACF, donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est un des outils que l'Europe déploie dans le cadre de sa stratégie de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne a décidé de mettre des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre pour les principaux producteurs européens, les principales entreprises qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc, ça peut être des producteurs d'électricité, d'acier, de ciment ou aussi d'engrais. Donc, quand une entreprise qui produit de l'engrais en Europe verra son plafond de gaz à effet de serre diminuer progressivement au cours des prochaines années. Et si cette entreprise ne diminue pas ses gaz à effet de serre, il va devoir acheter un quota pour pouvoir payer un quota pour pouvoir continuer à émettre. Et alors, donc, en fait, le risque, c'est que du fait de ces surcoûts, l'entreprise décide de délocaliser sa production en dehors de l'Union européenne. Et donc, pour empêcher ce phénomène-là, rentre en jeu le fameux MACF, qui est en fait une taxe aux importations, qui est censée donc compenser ce surcoût qu'auront les industriels européens. Concrètement, ce que ça veut dire pour les acteurs européens, ça voudrait dire que le coût des engrais augmenterait. Ils augmenteraient soit parce qu'ils achèteront leurs engrais auprès des producteurs européens qui verront leurs coûts augmenter, soit parce que le coût des importations augmenterait du fait de ce MACF.
Donc c'est pour ça que le monde agricole européen s'est opposé à l'entrée en vigueur de ce MSCF qui, d'après des calculs, engendrait des surcoûts assez élevés, puisque on parle, d'après des estimations qu'on peut faire, ce serait l'équivalent de 6 à 8 euros par tonne de coûts de production supplémentaires pour les producteurs. Or, ce qu'on peut dire aussi, c'est que évidemment, ça affecterait la compétitivité du secteur céréalier européen. Or, les importations pour le coût de céréales, eux, ne seraient pas soumis au MACF. Donc voilà, par contre, il y a toujours pour l'instant un flou sur ce qui arrivera à ce MACF. Pour l'instant, formellement, il est toujours opérant. Par contre, est-ce qu'il sera suspendu? Est-ce qu'il sera mis en place, mais en contrepartie on parle par exemple d'abaissement de droits de douane. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou et on a assez peu d'éléments sur ce point-là. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, en tout cas sur ce MACF, je vous invite aussi à lire un article qui sortira bientôt sur notre blog, le blog AgriEco, et qui détaille un petit peu plus précisément ce qu'est ce mécanisme. Donc voilà pour les actualités économiques. Et donc pour finir, clôturer pour la suite de ce webinaire, je repasse la parole à Nathalie. Alors, je crois que le micro est resté coupé, ce qui fait qu'on ne t'entend pas, Nathalie. Très bien, effectivement. Donc voilà, donc à l'écran, vous avez nos différentes publications que vous pourrez retrouver sur le blog dont vient de parler Arnaud. Donc nos ABC, ABC les chiffres, ABC analyse des perspectives, donc le Mémato et Panorama des SICO, et puis nos fiches Panorama filière avec 3 nouvelles fiches qui viennent de sortir. Donc sur le blog, vous avez aussi de nombreux articles que réalise le service sur les différentes thématiques que l'on suit. Donc ce webinaire, il a été réalisé à partir de la note d'actualité agricole qui vient de paraître, qui est disponible aussi sur le blog. Et donc cette note paraît aussi au mois de septembre. Donc à l'occasion du SPACE, on fait donc l'équivalent avec aussi un webinaire à cette occasion-là. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis agriculteur élu référent pour ce groupe de travail économie-emploi de la Chambre régionale d'agriculture. Merci aux équipes pour la préparation de ce webinaire qui met en relief des petites parties, mais avec les autres outils de communication qui vous ont été présentés, ça vous permet aussi d'aller chercher des éléments beaucoup plus complets, plus complexes et plus pointus aussi dans d'autres parutions faites par notre équipe. Merci à vous tous. Nous sommes une 150aine encore autour de ce webinaire, comme à chaque rendez-vous. Merci de votre attention. Merci pour vos questions aussi. Je me permettrai juste en conclusion d'apporter peut-être un commentaire plus politique derrière les éléments plus techniques qui ont été présentés par les équipes, effectivement, et factuels et chiffrés. Je ne reviendrai pas sur les chiffres avec juste en mettant en avant effectivement un retournement assez global de situation par rapport aux 2 années passées, je vais dire, qu'on va constater notamment sur les productions porcines et laitières dans notre région, 2 des productions phares en termes de volumes totaux et bien sûr d'exploitation concernées. Et également les problématiques liées aux cultures céréalières, donc avec des marges relativement faibles. Et dans notre région, il y a aussi de plus en plus de produits d'exploitants qui sont concentrés sur ces productions-là, avec des recherches d'alternatives pour augmenter les rotations, notamment. C'est un aspect agro-environnemental d'avenir, donc l'allongement des rotations, avec des petites cultures en devenir aussi, il faut le mentionner, dans notre région, qui peuvent demain apporter des solutions peut-être à quelques agriculteurs qui ne sont pas forcément des cultures de masse. Je pense notamment à des cultures telles que le lin, le chanvre ou d'autres qui pourront rentrer dans les rotations, pourront créer peut-être de nouvelles filières aussi à leur échelle. Donc, ces principaux éléments, effectivement, qui se retrouvent aussi dans l'esprit des agriculteurs par rapport à cette nouvelle année 2026, donc avec un peu d'incertitude marquée, comme les autres secteurs économiques,
par toujours des charges globalement relativement élevées et des recettes et des marchés qui sont mis à mal. Revenir sur la partie installation, donc au-delà de la réponse qui a été donnée plus politiquement, je dirais que depuis quelques années, on voit une augmentation des installations en Bretagne et que si un de nos soucis était, il y a quelques années, de voir beaucoup d'installations vers des circuits courts ou des modèles de production alternatifs, donc contre lesquels on n'avait rien, mais qui surtout mettaient en relief peu d'installations dans les filières longues. Donc on avait des inquiétudes au moins par rapport au devenir des filières longues et le retournement de tendance qui a été expliqué avec plus d'installations conventionnelles, je reprends le terme entre guillemets, effectivement, permet d'assurer aussi la fourniture de nos outils agroalimentaires. Et Dieu sait que notre situation géographique bretonne ne nous donne pas beaucoup d'alternatives non plus. On a un sens qui part de la mer vers la terre, de la production vers la consommation. Et donc, on est forcément dépendant de notre production propre pour pérenniser des outils de transformation et dans certaines productions des chaînes relativement longues, que ce soit en laiterie, abattoir et autres. Les installations en circuit court, dire aussi, c'est un des sujets au niveau de la région. Ça nécessite des fois des outils de proximité aussi, tels que des abattoirs multifilières ou autres, qui ont peut-être, je pense au Morbihan, des problèmes de renouvellement et de succession. Donc, c'est des outils qui seront nécessaires aussi pour permettre de consolider des installations et des circuits courts. Élément politique que je verse sur ce sujet-là directement, on voit aussi de nombreux agriculteurs en viande bovine qui avaient développé des ventes à la ferme, des ventes en caissette et autres, et qui, depuis de nombreuses années, qui est un métier de commerce parallèle, mais qui permettait des fois de consolider la main-d'œuvre dans l'exploitation, voire l'exploitation dans son entièreté, et qui, au vu des prix de la viande bovine aujourd'hui préfèrent vendre les animaux en embouche directement que de garder l'activité découpe, valorisation locale. Donc c'est des évolutions que l'on constate en tant que tel. Le point sanitaire a été largement mis en avant et pour l'ensemble des agriculteurs dans toutes les filières, c'est quand même un sujet très, très, très prégnant. Donc, on a vu la crise de la DNC et ses impacts médiatiques au-delà des agriculteurs directement touchés, une inquiétude très forte sur l'ensemble du pays. On verra aussi dans les mois qui viennent les impacts de la FCO, même si sur des productions telles que le lait, il y a une augmentation de la production sur la fin de l'année. Donc, est-ce que c'est par prudence que les agriculteurs ont gardé plus d'animaux? Il y aura les conséquences malgré tout des problèmes de reproduction, donc qui sont déjà perceptibles dans les chiffres de naissance de veaux aujourd'hui. Donc on commence à voir les premiers chiffres sortir, donc qui mettra peut-être encore plus à mal la filière veau de boucherie qui était déjà un peu à la peine dans les chiffres énoncés. Et je conclurai sur un aspect compétitivité globale. Le MACF a été explicité un peu. C'est vrai que on est au niveau de l'agriculture et au vu de l'évolution des différentes filières qui vous a été présentée dans des évolutions qui sont quand même inquiétantes, donc avec des baisses de production, des pertes de marché et en face de ça, des entrées de production d'autres pays beaucoup plus compétitifs en termes de prix certainement, qui remplissent nos marchés de consommation, les œufs, la volaille, ainsi de suite, la viande porcine espagnole qui forcément reste aussi dans le marché européen. Donc avec des fois des distorsions de concurrence, ça a été dit par rapport à l'ovosexage par exemple qui n'existe pas en Italie pour les œufs. On imagine qu'en Ukraine, ce n'est pas forcément leur premier souci. Donc, on reste avec des contraintes françaises, pour le moins, voire européennes, qui nuisent à nos compétitivités, qui rendent perméables nos marchés, notamment sur les éléments de prix. Et ça a été l'objet aussi des discussions autour de la signature des accords du Mercosur récemment, effectivement, où l'inquiétude n'est pas forcément
d'être inondés de volume de produits, mais peut-être d'être déstabilisés, que nos marchés soient déstabilisés, peut-être avec des petits volumes, mais des productions peut-être marquées et très compétitives qui déstabilisent l'ensemble de nos filières, telles que la filière viande bovine. Il y a eu aussi des chiffres énoncés là-dessus. Donc, ma dernière conclusion, c'est effectivement une inquiétude des agriculteurs et la nécessité, quelque part, de continuer à se battre forcément pour défendre l'agriculture bretonne et avec l'entièreté de ces filières, notamment l'agroalimentaire, et aussi avec des soucis qui dépassent l'agriculture, tels que les soucis de main-d'œuvre qui peuvent percuter nos activités dans la production agricole, mais qui inquiètent aussi les acteurs de l'agroalimentaire. Et donc, forcément, aussi le point final qui est les valorisations commerciales, et la grande distribution a été évoquée. Et on se retrouve, comme tous les ans, à cette période-ci, à ce feuilleton des conclusions d'accords commerciaux qui ont en moins d'importance globalement sur l'entièreté de l'année, mais qui restent malgré tout symboliques d'une volonté, notamment de la grande distribution, de continuer à challenger les productions et les producteurs agroalimentaires, donc pour leurs centres commerciaux. Donc, souhaitons qu'il y ait une raison quand même par rapport à la volonté de respecter d'abord les conditions de production françaises qui sont sollicitées par les consommateurs, et qu'aussi le maillon commercial forcément continue à mettre en avant et à valoriser aussi les efforts qui sont faits par les agriculteurs français avec les coûts français notamment. Donc toute l'importance de cette communication sur le manger français aussi, sans faire de nationalisme pour autant, c'est à chacun d'entre nous, je dirais, dans toutes les filières agri et agroalimentaire de valoriser cela. En vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant une bonne continuation, et rendez-vous au prochain webinaire.